Comment choisir un livre selon les critères de la pédagogie Montessori? Comment aller aussi plus loin que ce que vous voyez traditionnellement sur les blogs à ce sujet? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victoria du site Enfance Positive et aujourd'hui nous allons parler de livres, un sujet qui est très important pour moi. Je suis une grande passionnée de livres et d'ailleurs je vous parlerai en fin de vidéo du challenge que je me suis lancé là pour le calendrier de l'Avent avec ma fille. D'ailleurs, c'est de son petit espace bibliothèque que je vous parle pour vous présenter un petit peu quelques-uns de ces livres, mais au-delà de ça, prendre un temps avec vous pour justement aborder ces critères Montessori sur les histoires et remettre un peu de nuance par rapport à ce qu'on lit un petit peu partout. Donc c'est parti. Traditionnellement, donc si vous allez lire des articles de blog sur la pédagogie Montessori et les histoires, le premier truc que vous allez lire un petit peu partout, c'est qu'on va vous dire il faut absolument des histoires réaliste. Alors, c'est vrai, mais c'est à remettre en perspective avec certaines choses. Donc, du coup, par exemple, hein, j'essaie que vous n'ayez pas le reflet, voilà. Ce type d'ouvrage, traditionnellement, hein, ici on a L'Arbre sans fin de Claude Ponty. Personnellement, j'adore Claude Ponty. Eh bien, on va vous expliquer que ce genre d'ouvrage, non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que c'est pas réel, hein. On est bien d'accord que dans la réalité, on va pas avoir ce genre de personnage. Ou bien celui-là, on va vous dire non, c'est pas possible parce que le loup, en vrai, je sais pas si vous voyez, voilà, il ne se déplace pas sur ses pattes arrière. Ou bien ceci. Parce que la poule, elle n'a pas envie d'aller voir la mer. Hein. On est bien d'accord que la poule, elle va pas commencer, en vrai, à faire du surf. Ok. Donc, un petit peu le vrai du faux par rapport à tout ça. C'est vrai que Maria Montessori a insisté sur l'importance du réalisme dans les histoires, mais c'est pour un certain type de public, c'est-à-dire pour les enfants qui sont encore dans ce qu'on appelle la pensée magique. Alors la pensée magique, aujourd'hui, ça a été corroboré par les neurosciences. Ce sont des enfants qui en général vont avoir entre 0 et 4, 5, 6 ans. Ça dépend des enfants et je vais vous donner les critères pour savoir si vous, votre enfant à vous, il est encore dans la pensée magique ou pas. Donc, tant qu'un enfant est dans ce qu'on appelle la pensée magique, il va avoir du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Donc, quand vous lisez un livre avec lui ou quand vous regardez un dessin animé avec lui, pour lui, ce qui se passe dans le film ou dans l'histoire, c'est la réalité. Hein, même si vous voyez qu'il essaye de se persuader du contraire, eh bien, vraiment, il y croit dur comme fer que c'est comme ça, puisque, je ne sais pas, moi, le loup, machin, alors c'est comme ça. Donc, en fait, ça, c'est dû tout simplement à une immaturité cérébrale. Ça va venir progressivement avec d'autres compétences, notamment le fait de pouvoir se projeter dans le temps. Donc, ça, c'est un autre signe qui vient parler de cette immaturité au niveau du cerveau. Donc, le demain, hier, ou bien c'est confondu, ou bien il va confondre hier et il y a 2 semaines, ou demain et dans 1 mois. Donc, il a du mal à se projeter dans le temps. Typiquement, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans la période de l'Avent et donc du coup, effectivement, on attend Noël, hein, tous les jours on prépare Noël, mais ma fille qui a 4 ans par exemple, elle sait que Noël, ce n'est pas demain. Alors, elle n'a pas encore forcément la conscience de la durée des jours qu'il reste, mais elle sait que ce n'est pas demain. Et donc, voilà, elle a 4 ans, mais peu importe l'âge en fait, hein, parce que chaque enfant va évoluer à son rythme. Donc, elle a partiellement acquis la différence entre la fiction et la réalité. Elle a partiellement développé ces connexions-là. Partiellement, pas complètement, ce qui à 4 ans est tout à fait normal. Donc,
différence entre fiction et la réalité, du mal à se projeter dans le temps, des difficultés à analyser une situation de manière rationnelle. Donc tout ça, ça participe à aux mêmes compétences du cerveau. Et comme le cerveau est immature à la naissance et que la partie du cerveau qui est le néocortex, qui est responsable pour toutes ces compétences-là, va mettre un certain temps à réaliser des connexions efficaces, Maria Montessori disait, eh bien, pendant cette période-là, nous allons éviter les histoires imaginaires. Alors, pourquoi? Premièrement, parce que ça peut générer des peurs chez l'enfant, puisqu'il ne fait pas la distinction entre réel et fictif. Eh bien, si nous lui racontons des histoires, je ne sais pas moi, du petit chaperon rouge ou des 3 petits cochons avec le loup qui dévore les enfants, eh bien, ça peut générer des peurs. Même si vous n'avez pas d'histoires qui font peur, ça peut freiner effectivement le développement de cette partie du cerveau à faire la distinction entre la fiction et la réalité. Voilà, c'est quelque chose qui embrouille en réalité. Voilà, on est dans quelque chose qui embrouille parce que l'enfant cherche en fait à faire cette distinction entre la fiction et la réalité, et nous, on lui ramène dans son champ de conscience des choses qui ne sont pas tout à fait réelles. Donc du coup, ça crée, voilà, ça brouille un petit peu les pistes, ça crée des incertitudes et ça peut freiner effectivement l'acquisition de cette compétence-là. Donc pour toutes ces raisons, Maria Montessori a dit que tant que l'enfant ne fait pas la distinction entre fiction et réalité, de préférence, nous allons éviter donc par exemple l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de prêter aux animaux une vie d'humain. Donc là, vous allez avoir typiquement Kalinours qui va faire ses courses. On n'a pas d'ours qui vont faire leurs courses au supermarché, ou la poule qui veut aller voir la mer. Hein. Voilà, donc on prête aux animaux des idées, des pensées et la vie des êtres humains. Ils sont habillés, par exemple, etc. Donc tout ça, l'idée, ça va être de limiter. Limiter pour justement proposer des livres qui vont être dans le réel. Alors soit, comme ici, dans le cadre d'un imagier, on va privilégier ou les dessins hyper réalistes ou mieux encore, les photos. Voilà, donc là, si vous avez la possibilité de prendre des photos, enfin de prendre des livres avec photos, c'est mieux. Donc par exemple, ici, il s'agit du livre, l'excellent livre Alphabet. Et donc, dans le livre Alphabet, voilà, vous avez des photos. Dans le genre imagier également, celui qui a beaucoup plu à ma fille, qui plaît encore, d'ailleurs, il est un petit peu... un peu abîmé. Vous allez avoir celui-ci, donc mon mini imagier des animaux. Et donc dans mon mini imagier des animaux, vous avez des photos. Donc le plus réaliste possible, ça reste les photos. Donc quand vous pouvez, au niveau des imagiers, prendre des imagiers avec des photos, voilà, c'est bien parce que vous êtes dans le plus réaliste possible. Quand on est dans des documentaires, par exemple, ici c'est sur la musique, une très belle édition, très connue, hein. C'est mes premières découvertes de chez Gallimard. Là j'ai sur celui de la musique, on va avoir des dessins, mais regardez les dessins. Hop, j'essaye de cadrer, voilà. Vous voyez que les dessins ici sont hyper réalistes. Ce sont des dessins, mais on est vraiment dans des choses très réalistes. D'ailleurs, j'ai un livre là, hop, il faut que je le retrouve. Elle a eu sa période animaux de la ferme, hein, donc j'ai beaucoup de livres sur les animaux. Vous voyez que dans celui-ci, c'est un vieux livre que j'ai trouvé sur une brocante. Je ne sais même pas s'il est encore édité. Mais regardez, ce que je veux vous montrer, c'est regarder les dessins. Et donc là, au niveau des dessins, on est bien sûr sur des dessins, hein, mais on est sur des dessins très réaliste. Voilà. Donc ça, ce sont typiquement des critères. Hein. Regardez, cette page-là, elle est encore magnifique. Hein. Voilà. Donc ici, on va être sur des éléments importants. Des photos
ou des dessins naturalistes, on va dire, parce qu'ils sont tellement réalistes qu'ils représentent les éléments de façon vraiment très précise. Donc voilà, ça va être les critères de base. Alors après, entre guillemets, les nuances à apporter, c'est que souvent on lit jusqu'à 6 ans. Voilà, jusqu'à 6 ans, on fait ça et puis c'est comme ça, jusqu'à 6 ans. C'est vrai qu'en moyenne, le néocortex de l'enfant, donc la partie du cerveau qui connecte et qui permet de faire la distinction entre la fiction et la réalité, se connecte chez la plupart des enfants aux alentours de 6 ans. Mais il y a un mais, c'est une moyenne, bien évidemment. Chaque enfant va être différent et en plus, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est progressif. C'est pas bam, d'un jour à l'autre, il est connecté. Enfin, c'est pas une prise de courant qu'on branche, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'évolutif. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ma fille, elle a une conscience partielle de cette distinction entre fiction et réalité. Et donc, je vais pouvoir m'adapter, moi, à son niveau d'évolution pour commencer à lui proposer des histoires qui sont un petit peu moins réalistes, comme celle-ci qu'elle aime beaucoup. Ou comme ne serait-ce que celle-là, qui est absolument sublime. Mais vraiment, ça a été pour moi un coup de cœur en cette fin d'année. Petite beauté. Ça retrace l'histoire du gorille Coco, qui est une histoire vraie, qui a appris la langue des signes. Donc, effectivement, là, si je vous trouve la page, parce que c'est vraiment... Et puis, les illustrations sont... enfin, je trouve que hein, on est vraiment dans ce critère-là. Ce sont des dessins, mais c'est hyper réaliste. Et donc, ça raconte l'histoire de Coco, qui est une histoire vraie. Hop, j'enlève mes doigts. Et donc, qui signe le fait qu'elle voulait un ami et donc qui va avoir cet ami, qui s'appelle Beauté. Et c'est vrai, le gorille va avoir un petit chat. Ça s'est passé comme ça dans la réalité. Sauf que la fin a été un petit peu romancée. Donc, pour l'histoire, Coco casse la télé parce qu'elle était en colère. À ce moment-là, les gardiens sont très fâchés disent à Coco qu'on va devoir les séparer et on va devoir séparer Coco de son amie Beauté. Et donc, c'est la fin, ce sont les 2 dernières pages où là, on voit que ça dérape entre guillemets un peu au niveau du réalisme. Coco et Beauté se regardent et Beauté se met à signer. Donc, Beauté, c'est un chat. Que non, c'est moi. C'est moi qui ai en fait cassé la télévision. Donc là, vous voyez, c'est typique de l'anthropomorphisme. On prête au chat la capacité de signer, ça soit, mais la capacité de prendre sur lui la responsabilité de l'acte d'autrui pour éviter qu'il soit puni. Donc, on est dans quelque chose ici, voilà, hein, typique là-dedans. Moi, je me permets de le proposer, il est sublime. Je me permets de le proposer à ma fille parce que par rapport à son niveau de compréhension et d'inférence, donc l'inférence, c'est la capacité de comprendre l'implicite, ce qui n'est pas marqué, écrit, ce qui n'est pas dit concrètement, je sais qu'elle s'est adaptée à son niveau de développement, pas son âge. Vous voyez, je ne parle pas d'âge. L'âge, normalement, dans la pédagogie Montessori, n'a absolument aucun intérêt, entre guillemets, parce que chaque enfant évolue de manière différente. Et donc, pareil pour ce livre-là, qui est également absolument magnifique. Y a-t-il des ours en Afrique? Je suis une grande amoureuse de Satomi Ichikawa, voilà, qui est l'auteur. Donc, on voit que je le lis des dizaines de fois en ce moment-là. Si je ne le lis pas 5 fois par jour en ce moment, celui-là, je ne le lis pas. Donc, vous voyez qu'on est sur du graphisme qui est quand même plutôt réaliste, qui est plutôt joli et harmonieux. Mais, bien évidemment, Meto, ici, qui est le héros de l'histoire, parle aux animaux et a des conversations avec les animaux. Et donc, on sait bien dans la vraie vie que les hippopotames et les lions sont des prédateurs et que, idem pour l'éléphant.
et que du coup, vous voyez, là, on fait des compromis un petit peu avec la réalité, même si c'est réaliste, dans le sens au niveau des dessins, les dessins sont réalistes, l'histoire l'est un petit peu moins. Donc, du coup, voilà, vous voyez, ça, c'est typiquement des exemples que je voulais vous donner parce que, bien sûr, c'est important de rester dans ce réalisme parce que ça aide l'enfant à faire maturer son cerveau et progressivement à ce qu'il rentre dans une compréhension du monde qui soit réelle. Et donc, effectivement, pendant ce temps-là, ça va être important de leur proposer des livres les plus réalistes possibles, donc photos ou dessins naturalistes, et avec, donc ça c'est pour les albums, et dans les histoires, eh bien des histoires qui sont le plus réaliste possible, c'est-à-dire que s'il y a des animaux qui sont mis en scène, eh bien qu'ils vivent tout simplement leur vie d'animaux, et qu'on ne rentre pas même déjà dans ce genre de truc. Mais après, progressivement, on va pouvoir rajouter des livres qui sont un petit peu plus fantastiques, comme celui-là, et qui sont progressivement encore plus irréels, comme celui-ci, jusqu'à même plus du tout réel, comme celui-là. Et ça, vous allez le voir, c'est progressif. Ce qu'il y a, c'est que la pédagogie Montessori, au départ, c'est une pédagogie du collectif, en classe, donc. Et c'est vrai, là, pour le coup, qu'en classe, on va s'adapter toujours aux plus jeunes enfants. Donc, dans une classe 3-6 ans, une classe de maternelle, par exemple, il ne va pas y avoir les livres que je viens de vous montrer là, tout simplement parce que potentiellement, on va avoir des élèves qui n'en sont pas encore là. Et le jour où le plus jeune des élèves, ou tous les élèves auront atteint par exemple au moins ce niveau-là, eh bien on va pouvoir commencer à mettre en place ce type d'ouvrage. Donc vous voyez, il n'y a rien de rigide. C'est pas avant 6 ans, on oublie les histoires fantastiques, on oublie Disney, on oublie tout ça. Non, ça n'a rien à voir. On va y aller progressivement en fonction de l'âge, en fonction de la maturité de chaque enfant. Donc, si vous avez besoin de ressources par rapport au livre, sur mon blog, j'ai toute une série d'articles justement sur des histoires réalistes. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc vous pouvez y aller et faire votre petite sélection en fonction des thèmes qui vous sont abordés. Et puis, je vais terminer cette vidéo en vous racontant le petit challenge que je me suis fixé. Donc, comme pour moi, lire, c'est quelque chose de très important, mais c'est surtout aimer lire qui est important. Et je suis moi-même une grande lectrice, j'ai toujours été une grande lectrice. Et donc, je vous partage le challenge que je fais avec ma fille et que je vous propose de faire également. Alors là, je le fais dans le cadre du calendrier de l'Avent, mais je vais continuer, je pense, à le proposer à certains moments de l'année. Il s'agit de découvrir un nouveau livre par jour. Et donc là, je vais vous montrer le livre que je vais lui faire découvrir ce soir. C'est Le message des animaux. Il est absolument magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Il est en lien avec la période de l'année. Nous sommes en hiver, bien évidemment. C'est une histoire qui tourne autour de Noël et de l'origine de Noël. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et vous voyez que on est sur un graphisme qui est réaliste. Alors, on est sur une chouette raconteuse d'histoire, donc ça l'est un peu moins, mais vous voyez, c'est adapté par rapport à ma fille. Et justement, à chaque fois dans l'histoire, comme elle commence à faire la distinction, eh bien, j'en profite pour lui poser la question, est-ce qu'une chouette, en vrai, peut raconter des histoires? Et elle est capable de me dire, ben non. Donc, en fait, l'idée de ce challenge-là, c'est pendant un temps que vous allez fixer, vous. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. On peut faire ça une semaine par mois, par exemple, ou un mois de temps en temps dans l'année. Eh bien, tous les soirs, vous allez sortir un nouveau livre. Ça va créer comme ça le plaisir de la surprise, l'excitation pendant la journée de se dire, bah, tiens, quelle est l'histoire qu'elle va
elle ou il va me sortir aujourd'hui. Hein, pareil, si vous êtes enseignant, ben, ça peut être tous les matins une nouvelle histoire. Et comme moi, je les ai choisies, ces histoires-là, mais je les ai choisies parce que j'ai pris les histoires que je préférais quand j'étais petite. Voilà, parce que lire, c'est aussi transmettre. C'est transmettre le plaisir, c'est transmettre des bons souvenirs. Hein, celui-là, par exemple, il est aussi super chouette. Pas 100% réaliste, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est l'histoire du château d'un ogre. Mais donc voilà, et il est super parce que ça permet de travailler la peur, mais c'est adapté à ma fille. Ça ne veut pas dire que ce sera adapté à votre enfant. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous partager les critères. N'hésitez pas à vous lancer dans ce challenge, ça plaît énormément, c'est quelque chose qui va permettre à l'enfant de se connecter avec l'excitation et le plaisir de lire. Et c'est ça qui, finalement, est le plus important, c'est que les enfants aiment lire. Voilà, donc je vous laisse dans la description le lien vers le blog si vous avez envie d'idées, tout simplement, si vous manquez d'idées, parce que je sais que c'est pas toujours facile de trouver des idées de livres qui soient réalistes. Donc je vous laisse tout ça dans le blog. Si vous avez, enfin dans la description, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à faire un petit like. Et puis je vous dis à bientôt.